Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Waouh! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H Paradoxae et aujourd'hui on se retrouve enfin pour ce troisième épisode du Tea Time sur la féminité des personnes trans assignées filles. Je suppose que certains de mes propos seront aussi valables pour les personnes trans assignées garçons masculines, mais vu que je suis pas concernée, je vais pas parler de ça. En tout cas, quelle que soit votre situation, n'hésitez surtout pas à laisser vos témoignages dans les commentaires parce que moi je vais parler de ce que j'ai pu ressentir et de ce que j'ai pu entendre des autres, mais je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur le sujet. Bref. Déjà, avant de parler un peu des enjeux de cette thématique, je tiens à rappeler qu'il est évidemment légitime pour une personne trans d'avoir n'importe quelle apparence, comportement, goût, etc. Être trans, c'est avant tout une question de ressenti, et si vous êtes un garçon trans qui aimait le maquillage ou les robes, vous êtes tout à fait légitime. En ce moment, on voit de plus en plus de choses faites pour essayer de permettre la féminité. Ah oui, évidemment, dans cette vidéo, à chaque fois que je vais parler de féminité, je vais parler de ce qui est socialement codifié comme tel. Je ne prétends en aucun cas qu'une robe est en elle-même féminine, juste qu'elle est assimilée et perçue socialement comme telle. Pour essayer de permettre la féminité donc aux hommes. Je pense par exemple à l'autorisation de certaines écoles anglaises de porter n'importe quel uniforme, jupe ou pantalon, quel que soit le genre de l'élève, ou à la présence grandissante d'hommes maquillés dans les magazines et dans la publicité. Sauf que ce sont toujours des hommes cisgenres qui sont visibilisés de cette manière, et que l'on considère souvent malheureusement les hommes transgenres comme moins légitimes dans leur masculinité, et donc comme devant prouver qu'ils sont vraiment des hommes et qu'ils sont vraiment trans. Et ce, parfois jusqu'au sein de la communauté trans elle-même. En effet, en plus de cette idée qu'être un homme trans implique de vouloir être viril, on retrouve beaucoup, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression surtout au sein de la communauté trans, une espèce d'injonction à la dysphorie. Qu'il est nécessaire d'être dysphorique et de souffrir pour être trans, mais je trouve que de nous définir par rapport à notre seule souffrance est extrêmement malsain. Et que ça renforce le cliché de la personne trans née dans le mauvais corps que je déteste tant personnellement. La nécessité de parler de la transidentité et de la nommer vient de la cisnormativité et des violences transphobes, pas de notre propre mal-être, même si les deux sont liés. Il n'en reste pas moins que l'injonction à la masculinité touche encore plus violemment les mecs trans que les mecs cis, car leur masculinité est déjà perpétuellement remise en question. Pourtant, si l'on est capable d'admettre qu'un homme cis qui aime le maquillage et les robes reste un homme, on devrait logiquement pouvoir le faire pour un homme trans. Et depuis tout à l'heure, j'utilise le terme homme trans par simplicité, mais évidemment cette réflexion est valable pour toutes les personnes trans masculines et plus généralement toutes les personnes trans affab. Nous avons donc bien évidemment le droit d'être féminin et d'aimer ça. Néanmoins, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que certaines personnes trans sont contraintes de se conformer aux attentes liées à leur genre ou à leur genre assigné, notamment en général parce qu'elles sont dans le placard. Mais qu'aujourd'hui, on parle bien des personnes qui aiment la féminité et ou choisissent d'être féminines. Du coup, maintenant qu'on a clarifié ça, on peut se pencher un peu plus sur les enjeux pratiques de cette affirmation. Premièrement, évidemment, être ou désirer être féminin quand on est une personne trans assignée fille, c'est s'exposer aux critiques sexistes et transphobes dont on vient de parler. Et a fortiori, quand, comme moi, on n'a pas encore ou on a choisi de ne pas faire de transition médicale, le fait de choisir de porter une robe, par exemple, fait souvent douter notre entourage de la véracité de notre ressenti et de la nécessité qu'on a qu'il soit respecté, quel que soit le bout de tissu qu'on choisit pour cacher notre corps. La deuxième problématique, c'est celle du passing. Et là encore, on parle surtout des personnes qui ne sont pas ou ne sont pas encore sous testostérone. Le passing, c'est la manière dont notre genre est perçu par les gens. Avoir un passing masculin, ça veut dire que les gens pensent spontanément que tu es un homme en te voyant. Quand on dit qu'on passe, ça veut dire que spontanément, les gens vont nous genrer correctement. Mais on aura l'occasion de reparler tout ça dans une autre vidéo. En effet, aussi problématique que puisse être cette notion, elle reste centrale dans nos vies quotidiennes. À titre personnel, si je porte des fringues de mec, je passe, disons, une fois sur 2. Enfin, tant que j'ouvre pas ma bouche parce que ma voix, voilà quoi. Mais si j'ai un sac à main, des talons ou une jupe, c'est mort. Donc à chaque fois que je me réveille un matin avec l'envie de porter ces vêtements ou ces accessoires que j'aime et qui peuvent me faire me sentir bien dans ma peau, je suis obligée d'avoir un débat avec moi-même pour savoir ce qui est le plus important pour ma sécurité physique et affective entre porter ces choses qui me font du bien et avoir l'éventualité de passer aujourd'hui. Et devoir se priver de quelque chose que l'on aime pour se conforter à des attentes sociales sexistes juste parce qu'on est trans, c'est extrêmement rageant. D'ailleurs, là, je parle de fringues, mais c'est valable pour d'autres choses aussi. Personnellement, par exemple, je passe beaucoup mieux si je souris pas. Et du coup, on arrive à un comportement qui peut paraître contradictoire, mais que j'ai en fait retrouvé chez plusieurs personnes. Puisque l'on doit choisir entre notre féminité et la validation sociale de notre genre, on ne choisit la première que lorsque la deuxième est sacrifiable. C'est-à-dire quand notre confiance en notre masculinité
rend cette validation moins nécessaire. Du coup, c'est parfois quand on se sent le plus masculin qu'on est le plus féminin, parce qu'on n'a pas besoin d'être vu comme viril pour être sûr de nous. L'autre facteur qui joue aussi, c'est les personnes qu'on fréquente ce jour-là. Moins je suis out et ou moins je suis sûre du soutien de mon interlocutrice, plus je suis masculin. Plus je suis avec des gens qui ne me jugeront pas sur mes choix vestimentaires et sur mon comportement à ce niveau, plus je peux me permettre d'être féminin si j'ai envie. Et d'ailleurs, je suis clairement pas le seul à le ressentir comme ça, parce que quand je fais des soirées avec que des potes mecs trans, on est tous en robe. On sait que c'est l'occasion de le faire sans mégenrage, remarques, regards de travers, et du coup on en profite. Et plus encore que l'opposition entre le passing et nos plaisirs ou nos goûts, il y a parfois l'opposition entre passing et euphorie de genre. L'euphorie de genre, c'est le contraire de la dysphorie, mais je vous mettrai plus d'infos en description si ça vous intéresse. La première fois que je me suis vue en me disant que je me plaisais, que je me percevais pleinement comme non-binaire et donc que j'ai ressenti de l'euphorie de genre, c'était en regardant une vidéo d'un duo de danse que j'ai joué à l'époque et où j'étais torse nu. Ce qui n'est clairement pas un contexte favorisant le passing dans mon cas personnel. Et là encore, entre ça et passer, il faut choisir. En dehors du fait que de toute façon, je peux pas vraiment aller faire mes courses à poil. D'ailleurs, je trouve que je suis beaucoup moins dysphorique quand je suis nue parce que je ne lis pas mon corps au travers d'une grille sociale, juste pour ce qu'il est. Là où les vêtements, surtout s'ils sont connotés d'une manière genrée, me forcent à le voir comme un corps social qui sera interprété par mes congénères à travers ces normes sociales. Et je me suis surpris à me faire une autre réflexion, c'est que parfois c'est soulageant de ne pas passer. Quand je porte des fringues de mec, que je bagne, que je pack, etc., je sais que je peux potentiellement passer. Et du coup, dès que je sors de chez moi, je suis concentrée sur le moindre de mes mouvements, paroles, gestes, regards avec tous les gens que je croise pour être sûre de faire mon maximum pour pouvoir être vue comme un mec. Alors que quand je mets une robe, je sais que de toute façon, je passerai jamais. Et ça me libère d'une pression qui me bouffe complètement en fait. Ça me tenait à cœur de parler de ça ici parce que je suis sûre de pas être le seul à m'être déjà fait la réflexion. Et qu'avec toutes les injonctions dont j'ai parlé au-dessus, ça pouvait être vachement culpabilisant en fait de ressentir ça et j'avais pas envie que des gens se sentent seuls dans ce ressenti. Et je crois, voire même je suis complètement sûre qu'il est tout à fait légitime. Choisir d'être féminin en sachant pertinemment qu'on passera pas et qu'on ne dira rien, c'est aussi se laisser la liberté de pouvoir sortir acheter son pain sans se demander 1000 ans si la boulangère va nous prendre pour une meuf ou pas. Oui, on le sait, c'est fait, on ne se pose plus la question. Et je comprends tout à fait que certaines personnes ne veuillent pas ou ne s'en sentent pas capables. Mais toutes celles à qui ça peut être bénéfique ne devraient pas s'en sentir coupables. Je rajouterai une dernière chose avant de clôturer cet épisode, et je ne suis personnellement pas concernée par la question, mais pour les personnes transmasculines qui choisissent de prendre de la testostérone, il y a dans la féminité aussi le risque de subir des violences issues de l'homophobie et de la transmisogynie. Voilà, ce sont quelques pensées que j'ai pu rassembler sur le sujet. Si vous en avez d'autres, je serais vraiment ravie de les lire en commentaire. Et en conclusion, les personnes trans sont absolument légitimes à avoir n'importe quelle apparence, comportement, goût, etc. Mais pour qu'elles puissent jouir de cette liberté-là, il leur faut un espace où elles se savent en sécurité physique et affective. Et c'est à chacun et chacune d'entre nous de construire cet espace. En ne présumant pas du genre des gens que l'on rencontre, en ne remettant pas en cause le ressenti des personnes trans lorsqu'elles nous en parlent, et en les défendant lorsque cela est possible. Encore un petit mot pour les alliés. Demandez l'autorisation avant à vos amis trans, mais beaucoup d'entre nous n'osons pas toujours, voire jamais reprendre les gens qui nous mégenrent. Et je pense notamment dans les magasins, les serveuses, etc. Et pour être récemment sortie en ville avec quelqu'un qui les reprenait pour moi, qui en suis personnellement complètement incapable, ça peut être une forme de soutien très sécurisant, je trouve. Voilà, c'est la fin de cette émission et il est donc temps de vous parler du vote pour le sujet de l'épisode 4 du Tea Time. Le deuxième sujet qui avait reçu le plus de votes pour cet épisode-là, c'était la socialisation des personnes trans. Sauf qu'il se trouve que, je tease un peu, je vais déjà en parler dans le prochain épisode de La Pépinière et qu'en plus Unique en son genre a fait un article très intéressant sur le sujet que je vous mettrai en description, donc je me suis dit que c'était peut-être encore un peu trop redondant de le reproposer pour le Tea Time numéro 4. Du coup, je vous propose donc en premier la notion de passing, en quoi c'est problématique ou pas, utile ou pas, etc. En deuxième, une réflexion sur les liens entre neuroatypie et non-binarité, et peut-être avec même d'autres identités queer, je sais pas encore. Je verrai comment ça se passe à l'écriture de cet épisode. Et en troisième, une vidéo sur un sujet qui m'a valu une vague de haine sur Twitter. Je veux bien sûr parler du fameux « Si, on peut faire des bébés sans être hétéro », je vous jure. Ou pourquoi dire « Les hétéros sont nécessaires à la survie de l'espèce », c'est de la merde.
Je vais tester le système de vote de YouTube cette fois. Donc normalement, si vous cliquez sur le i en haut à droite, vous devriez pouvoir voter pour le prochain sujet. Et si jamais ça marche pas, je vous mettrai le lien Google Forms dans la description comme j'ai fait pour cet épisode-là. N'hésitez pas à me suggérer des sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et la partager sur les réseaux sociaux. Et si mon travail vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Sur ce, à très bientôt. Ciao. Ah, je me suis mis de l'eau sur le pied.